C'est Lou qui était complètement blessé et Baouri. Mon souci était dans ma voiture, il n'y avait pas beaucoup de place maintenant et moi j'étais obligé de débarquer le garde corps et suspendu comme ça la chose et moi j'ai pris la voiture. Vous venez de dire vous-même qu'il y a des témoins qui ont dit dans le cabinet d'instruction qui vous ont vu tirer sur les personnes. Je l'ai appris comment? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à Monsieur le Président, je vais vous répondre. Et je vous ai dit dans mes propos tout de suite que la partie la plus choquante, la partie la plus étonnante, la partie qui ne colle même pas à mon image, qui ne ressemble pas à Tchébro, ça, c'est ce que ces témoins-là ont déclaré. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est méchant. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je voulais que les intéressés apportent des preuves de ce qu'ils ont mis sur ma tête. Parce que ce qui est sûr et évident, tout Guinéen, même quelqu'un qui vient de sortir d'une démence primaire, quand tu lui dis que tu vas tirer sur quelqu'un, il te dira que ce n'est pas possible par rapport à ce qu'on a fait dans ce pays en peu de temps. Donc ça, ces témoins-là, je voulais les voir. Mamadou Jean Diallo, Mamadou Bailo Bari Ousso, et Mamadou Saïdou Bari et Oumou Bari. Ceux-ci-là, je voudrais que vous m'aidiez à clarifier ce passage. Je voudrais que la Cour m'aide à clarifier ce passage. Ça ne me ressemble pas et ce n'est pas mon image. Exactement. Monsieur Camara, ce jour, est-ce que vous avez vu les blessés au stade? Pratiquement non. Imagine-toi, je suis parti sur une ligne, je reviens sur cette ligne. Je courais, je pense que des journalistes devaient être vraiment au XXIe siècle, retracer mon arrivée en courant. Vous n'avez pas vu de blessés? Je n'ai ni vu. Est-ce que vous avez vu des corps? Pas de tout. Pas de tout. Je l'ai dit dans ma déposition, pas de tout. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur. Vous avez vu des militaires qui étaient en train de frapper M. Jean-Marie Doré? Oui. Vous pouvez nous dire un peu comment ils étaient habillés? Pour Jean-Marie Doré, franchement, pour Jean-Marie Doré, ceux-ci-là, c'était des bérets rouges. Mais celui qui m'a frappé n'avait pas de béret. Il avait le camouflage, mais le camouflage ne signifie pas béret rouge, hein, je vous précise, parce que l'armée guinéenne, à l'époque, heureusement maintenant c'est réglé, c'est réglementé, ça vient d'être réglementé. À l'époque, tout militaire pouvait porter béret, le camouflage. L'essentiel, la différence, c'était le béret. Vos hommes étaient au stade, c'était sur ordre de qui? Les hommes étaient au stade, ce n'était pas un problème d'ordre. Vous savez pourquoi? À chaque fois qu'il y avait manifestation, nous, en tant que chargés du grand banditisme à l'époque là, on n'a pas devant, parce que devant, ce sont des gens de maintien d'ordre qui ont des armes appropriées avec des lacrymogènes là pour lancer les choses. Ils étaient au stade sur ordre de qui? Qui? Je vous dis, je reviens, mais il faut que vous compreniez le schéma avant que je ne vous réponde. Suivez-moi, donnez-moi ce temps, parce que ce temps ne reviendra plus. Ils étaient au stade sur ordre de qui, M. Camara? Bon. Ça, c'est simple. Hein. Oui. Voilà. La patrouille relevait de Farima. Mais la patrouille... Ils étaient là sur ordre de M. Farima. Oui, je dis bien, Farima même était là-bas. J'ai dit que la patrouille relevait de M. Farima. L'ordre qui est donné tous les jours, c'est que chaque jour, il y a une patrouille nocturne et une patrouille d'huile qui sortent tous les jours pour les deux artères. Camara, je ne parle pas de tous les jours. Ce jour, je dis. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation? Ce jour, si j'étais au courant de la manifestation, si, tout le monde était au courant, parce qu'il y a eu des communiqués à l'avance. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation ce jour, au stade? Non, venir au stade ce jour, pour moi-même c'est annulé, parce que avant le stade, je pense que tout le monde était au courant de la manifestation, y compris moi. Qu'il y a une manifestation, mais un communiqué qui a... Je ne comprends pas, aidez-moi à vous comprendre. Moi je parle du stade, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle du stade. Oui. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation au stade? Non. Non. Vos hommes sont venus au stade après? Oui. Ou bien vos hommes n'étaient pas au stade?
Les hommes étaient au stade, comme vous avez dit, devant le stade. Ils sont venus alors au stade. C'était sur ordre de qui? Je vous dis que la patrouille ne rêvait pas de moi. Mais mes instructions étaient que chaque jour, le matin comme le soir, qu'il y ait au moins une équipe ou deux équipes de patrouille qui soient vraiment mises sur le terrain. Et pourquoi, Monsieur le Président? Ok. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier. À l'instar de l'accusé ici présent, merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le procureur, Mesdames et Messieurs les avocats et avocates, aussi bien de la défense que de la partie civile. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, permettez-moi avant tout d'adresser mes vifs remerciements au tribunal pour le professionnalisme avec lequel vous dirigez les débats dans le respect des principes cardinaux qui gouvernent la procédure pénale, notamment le respect du principe d'équité, le respect du principe du contradictoire, mais surtout de la préservation de l'équilibre des droits de toutes les parties au procès. Monsieur le Président, je reste convaincu d'avance que dans la composition de ce tribunal criminel que vous avez le privilège de diriger, de présider, ce tribunal rendra des décisions justes, équitables, en application stricte de la loi. Ça s'agit de l'autre côté, souffrez d'écouter. De toute façon, c'est le ministère public qui a la parole. Donc, Monsieur le Président, je m'en vais. Des questions, ça va venir. Donc, je disais, Monsieur le Président, je vais terminer par vous remercier pour la bonne et saine décision que vous avez prise d'avoir rejeté toutes les exceptions dilatoires de la défense. À présent, permettez-moi, Monsieur le Président, de m'adresser à l'accusé ici présent, le colonel Moussa Tchegboro Kamara. Présent. Monsieur Kamara, que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? Reprenez la question, s'il vous plaît. Que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? La date du 28 septembre. Les gens là. La date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée s'enseigne même à l'école primaire. On sait que c'est la date historique qui nous a conduit à notre indépendance. Je vous entends mal là. Est-ce que vous pouvez utiliser le micro, s'il vous plaît? Je dis que la date du 28 septembre dans l'histoire de notre pays s'enseigne à l'école primaire. Nous savons tous que c'est la date historique qui nous a conduit à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Très bien. Comment le CNDD est-il né, à votre connaissance? Comment le CNDD est-il né? Oui. Ça fait l'objet de mon occupation? Non, mais écoutez, c'est une question que je vous pose, monsieur. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Aussi simple que ça, hein? Étiez-vous membre du CNDD? C'est toute l'armée qui était membre du CNDD, il n'y a pas de liste. Pardon? Toute l'armée guinéenne était membre du CNDD. Parce Ma question est de savoir, est-ce que vous étiez membre du CNDD? Monsieur le procureur, je vous dis que
c'est tout le monde qui était membre du CNDD comme moi. Mais il n'y a pas de liste. Mais pourtant, ma question est simple. Est-ce que Moussa Tchekbro Kamara était membre du CNDD? Oui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Voilà. Quel poste avez-vous occupé au sein du CNDD? J'ai dit tantôt que j'étais secrétaire d'État. Secrétaire d'État, oui. en charge de la lutte contre la drogue, les grands banditismes et les services spéciaux. Secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. C'est bien ça? Les services spéciaux. Des services spéciaux, hein? Vous avez été nommé par qui? J'ai été nommé par décret. Par qui? Qui nomme par décret? Pardon? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Je peux reprendre ma question? Reprenez la question, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, je m'adresse à vous. Si vous n'êtes pas obligé de suivre les débats, mais s'il vous plaît, laissez au moins qu'on donne au moins une sérénité au débat. Parce qu'il y a trop de bruit de ce côté, une fois de plus, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je disais que vous avez été nommé par qui? Par le président de la République d'alors. Qui? Le capitaine Moussa Dadis Kamara. Donc, en tant que membre du CNDD, exerçant les fonctions de secrétaire d'État, ça veut dire que vous adhériez à l'idéologie du CNDD, bien entendu. Parfait. C'est très bien. Quelles étaient vos prérogatives et attributions en tant que secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme? C'était quoi votre mission concrètement? Comme vous l'avez entendu, la lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux, c'était mes attributions. Pardon? C'était mes attributions. Quoi? La lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. Rien que ça? Rien que ça. Est-ce que votre service était habilité ou avait la qualité dans le cadre de maintien d'ordre? Ils ne font jamais de maintien d'ordre. Vos services ne font pas de maintien d'ordre. Pas de maintien d'ordre. Oui. Très bien. Dites-moi, votre unité était composée de quel type de corps parmi les forces de défense et de sécurité? Policiers et gendarmes. Donc c'était une unité mixte? Absolument. Et vous avez une idée de l'effectif? Oui, 200. Donc vous aviez 200 personnes, y compris tout, et même les administrateurs. Personnes sous votre autorité, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ça veut dire que vous déteniez tout le pouvoir, l'autorité de commandement et de contrôle de ces effectifs, c'est bien ça? C'est bien, oui. Vous aviez le pouvoir d'émettre des ordres? Oui. Et vous aviez la capacité de vous faire obéir aussi? Oui, pour ceux qui peuvent obéir. À défaut, c'est la prison. Dans votre service, vous aviez aussi l'autorité de promouvoir, de remplacer et de sanctionner tous les membres de cette unité, c'est bien ça? Si ceux qui se rendent coupables d'une action contraire à la mission principale. Vous aviez aussi le pouvoir et l'autorité d'envoyer les forces et de les retirer, c'est bien ça? Envoyer les forces et retirer ne relève pas de moi. Pardon? Ça, c'est la mobilité des hommes. Ça ne relève pas de moi. L'utilisation des hommes sur le terrain ne relève pas de moi. Non, je veux parler de vos éléments. Si, même ce sont mes éléments.
vous n'aviez pas le pouvoir ou l'autorité de les envoyer, de les déployer sur le terrain? Non, mais tu peux donner que des instructions pour dire, alors faites les patrouilles diurnes, faites les patrouilles nocturnes. Alors, comment ils vont l'articuler la mission, ça relève d'un autre échelon. Oui, mais ça veut dire que vous avez le pouvoir de les déployer sur le terrain. C'est ce que je veux tout simplement dire. Oui, ça c'est vrai. Tout comme vous aviez aussi le pouvoir de les retirer sur le terrain. Si, comme tu le penses. Ce n'est pas ce que je pense, c'est une question que je Comme vous pose, tout monsieur. militaire, oui. Est-ce que vous aviez cette autorité? Les autorités? Est-ce que vous aviez cette autorité? Si. Voilà. Donc, ça veut dire que cette unité, ce service spécial chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme était sous votre commandement. On est d'accord? Oui, mais pas au stade. Pardon, je n'ai pas compris. Oui, mais pas au stade. Oui, mais pas quoi? Au stade. C'est-à-dire pas l'esplanade du stade. Comme je vous ai dit qu'une mission militaire est articulée. Moi, je n'ai pas parlé du stade. Hein. Non. Je parle d'abord de votre De service. façon globale, oui. Voilà. Ouais. Donc, vous aviez l'autorité de commandement et de contrôle effectif sur vos hommes. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que vous étiez un chef militaire. Je suis naturellement un chef militaire. Je suis colonel. Monsieur Camara. Oui. Où se trouvait le siège du CNDD? Reprenez. Où se trouvait le siège du CNDD? Où se trouvait le siège du CNDD? Au camp Alifaya Diallo. La cité. À la cité. La cité du camp Alifaya Diallo. Une réunion s'est tenue le 27 septembre, la veille des événements du 28 septembre. Ah bon? Oui, mais bien entendu, vous le savez aussi bien que moi. Dans le cadre de la planification du dispositif de sécurité qui devait être mis en place pour empêcher cette manifestation. Est-ce que vous étiez au courant de cette réunion? Non, pas du tout. Vous ne faisiez pas partie? C'est vous qui m'apprenez. Ah, c'est très bien. Alors, je vous l'apprends. Donc, vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu connaissance de la tenue de cette réunion le 27. Pas du tout. Le 27 septembre, où étiez-vous? Dans mes missions. Je vous ai expliqué. Où? Et dans mes missions. Dans vos missions, où? Mais dans mon bureau, en train de planifier ce qu'il faut, en train d'organiser, s'il faut dire, des autres missions dans le cadre de la lutte contre la drogue. D'ailleurs, comme tu le sais, c'était notre priorité à l'époque. Donc, je ne sais pas ce que vous avez comme information, mais j'étais dans mon bureau. Toute la journée du 27, du matin au soir, vous n'êtes pas sorti de votre bureau? Oui, mais mon frère, je ne peux pas te dire, je pourrais te dire seulement, je sors de mon bureau le matin, je viens à la maison à Dixine me laver, parce que la nuit, je n'ai pas le temps, me laver, me changer, revenir, tout ça là, je ne peux pas continuer à répéter ça. J'ai dit qu'à l'accoutumée, c'est comme ça. Et quand tu viens, tu restes au bureau. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. S'il y a quelque chose à faire, et si vous attelez à ça. Donc, si vous dites que tu ne peux pas rester au bureau toute la journée, je ne peux pas, après 13 ans, te dire si j'ai mangé de l'affilie ou si j'ai mangé de tel chez moi. Ce n'est pas possible. Non, moi, je ne vous demande pas ce que vous avez mangé, monsieur. Oui, mais ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement de En votre tout cas, journée? le matin, chaque matin, je sortais pour aller chez moi, Très bien. me laver, me changer et revenir au bureau. Est-ce que, dans la soirée, ou sinon la nuit du 27, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Bon, c'est une question très importante. Est-ce que vous avez Oui, rencontré suivez-moi, monsieur. le capitaine Moussa Dadis Camara Oui, dans la nuit du 27 septembre? C'est une question très importante. Laisse-moi te déballer un peu. Nous sommes... Allez-y, je vous en prie, Oui, mais déballez. mon frère, il faut qu'on se donne le temps pour vraiment éclaircir les choses. On a tout On a tout le temps. Allez. Alors,
comme je vous ai dit, dans l'audition, quand ils ont dit que si j'ai rencontré le capitaine Dadis Camara, si Dia l'avait appelé devant moi, c'est... Ouais. Ouais. C'est du président le général Lansana Conté. Je ne vais pas être long sur ça. Bourse, c'est au temps de Lansana Conté, le général, que j'ai fait les concours pour l'Union soviétique dont je fus le premier de la République. Le colonel qui était à l'EMIA m'a annoncé mon résultat avant le résultat. Il dit, soldat, viens là, tu es le premier. Je te félicite. Il m'a donné 100 euros ce jour. C'était ma première fois de voir euros. Je suis parti à l'aéroport, j'ai fait la monnaie, j'ai fait le festin avec mes amis. Donc on était là. On partait au ministère de la Défense pour les formalités. On nous a offert nos passeports de service. Mais on faisait des petites réunions. Des petites réunions où le procureur, il y a un de procureurs qui est là, qui a posé plusieurs fois la question au président Dadis. Dans l'hôtel, là. Il dit, lieu de résistance. Est-ce que tel était là? Ah, il ne veut pas répondre, il veut répondre, il hésite. C'est le lieu qu'on se retrouvait. Le président Dadis ne voudrait même pas que Marcel quitte auprès de lui. Quand Marcel quitte auprès de lui, son pouvoir qui attend après le décès de du président Lansana Conté ne sera pas acquis. Je suis le cerveau moteur. C'est moi qui guide. Si je sors, tout le monde va sortir. Si je ne sors pas, tout le monde ne sort pas. Il y a des guides. Mais vous savez, pour faire un coup d'État, il faut un stratège. Si on vous prend, on vous égorge. Ça, c'est clair. On est devant le tribunal. C'est le tribunal de Dieu qui va vous juger. Mais un chef d'État, un vieux comme Lansana Conté, à la fin de son mandat, vous vous hasardez de faire des petites réunions. Mais si on vous prend, ah, mon frère, vous allez sentir. On s'est sacrifié pour le pouvoir de Dadis. Mais qu'il vienne reconnaître son tort devant le peuple. Nous avons trop souffert. Excusez-moi, monsieur le président. La bourse, Marcel, tu ne vas pas. Le commandant Touma est là. Ce n'est pas un témoin, parce qu'il est accusé. Un accusé ne peut pas prendre un accusé comme témoin. Il faut qu'on décortique. Maître. Il faut qu'on décortique. Si on ne décortique pas, pour faire les jeux, il faut casser l'œuf. Et il faut bien manipuler, il faut taper. Sinon, le goût. Dadis ne voulait pas, le président Dadis ne voulait pas que je quitte monsieur le président. Ça, c'est avant le pouvoir de Dadis, le président. Bon, on est là, on fait les petites réunions sourdes, cachées. Hein? Donc, Marcel, tu ne quittes pas. Tu ne vas pas voyager. Le voyage n'est même pas arrivé d'abord. Nous, on est en train simplement de faire les formalités. Bon, Marcel, bon, Toumba, dis à Marcel
de chercher quelqu'un qui va le remplacer. Quand il va aller. Voilà l'épine de la vérité qui va sonner. Ici, ce qui m'a encore plus choqué, le président Dadis dit qu'il ne connaît pas CC Raphaël là-bas. Je me suis senti frustré. Quelles que soient les choses, monsieur le président, je ne vous ai jamais vu. Mais les 9 mois qu'on a vu, qu'on fait ensemble, je peux vous parler au moins, je connais votre visage maintenant. Même dans la nuit. Je vais dire, c'est le président du tribunal qui nous a jugé. Mes enfants, regardez, le président là, c'est lui qui nous a jugé. Mais je ne vais jamais dire que je ne vous connais pas. À plus forte raison, le président Dadis, il dit qu'il ne connaît pas CC Raphaël là-bas. C'est sous sa demande. Pour ne pas, parce que je dois aller à l'Union soviétique, avant même la mort du général Lansana Conté, il dit de chercher quelqu'un. J'ai dit à Toumba, j'ai dit, mais comme je suis au Kalfaya, il y a un jeune là, qu'on appelle CC Raphaël là-bas, qui est de l'Athérie. Il dit, oui. J'ai dit, tu le connais? Il dit, oui, c'est un promotionnaire. Et puis, on a fait la commune de base ensemble. Après, eux, on les a laissés, nous, on est rentrés dans le rangère. J'ai dit, mais le jeune là, est-ce que lui ne peut pas me remplacer? Tout même, lui aussi ne veut même pas que je parte. Mais cela ne nous a pas empêché d'aller trouver notre ami CC pour lui dire, nous avons besoin de lui, nous avons expliqué. Il a accepté, on est parti devant le président, dans le même lieu. On lui a présenté. Il était fier, il était content. Oh, vous savez, un militaire, c'est un stratège. Il dit, ah, 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça fait 2 forces encore. Donc il ne veut plus lâcher Marseille, il ne veut plus lâcher CC. Donc c'est dans ça, monsieur le président, que le président Dadis cesse de dire qu'il ne connaît pas CC. Il connaît bel et bien CC Raphaël. Ça, c'est une vérité. J'en passe pour CC Raphaël, pour ne pas trop abuser. Jour du décès du président général Lansana Conté, paix à son âme, que Dieu lui accorde le paradis. Moi, j'étais chez moi, ce jour. Comme d'habitude, on doit se retrouver dans le motel. Vers 18h passées, j'étais à pied, au long du camp. Je partais vers le commandant Toumba pour qu'on puisse rejoindre le président Dadis, parce que lui et Keleti Faro, c'est là-bas ils font les réjouissances, comme il est dit. C'était un bon coin. Par la stratégie, nous venons là-bas un à un. Alors, c'est au cours, sur le grand terrain devant Bata, j'ai vu le nommé Kareka. Il fut d'abord premier chauffeur il conduisait le colonel Pivi. Pendant le pouvoir, il a été premier chauffeur du président Moussa Dadis Camara. Sankara était le deuxième. Donc, ce dernier m'a dit, Marcel, viens. Il dit, à quoi? Il dit, viens. Il dit, le gros babab est tombé. C'est comme ça, le français est là qui m'a dit. J'ai dit, quel gros babab? Il dit, ah, il est enfant. Il dit, qui? Il dit, mais là-bas en ville. Directement, j'ai compris que le journal Lansana Conté a rendu l'âme. J'ai gardé le sang-froid. C'est ce que nous, on attendait. On n'était pas prêt pour qu'il meure, mais le plan était que on ne fait pas de coup d'État, mais quand le président Lansana Conté va quitter, il faut profiter. Par la stratégie. C'est cette stratégie qui était mise en place. Le président Dadis même en sait, et tous les autres là en sait.
j'ai continué, je suis parti vers le commandant Toumba. On est parti le voir dans le motel. On était un peu nombreux, les autres qui venaient maintenant. J'ai dit à Toumba, tu es au courant de l'action du général Lansana Conté. Il dit, oui, je suis au courant. Il me dit, bon, attends, j'ai des petits qui sont à la présidence, je vais appeler, ils vont nous confirmer. Parce que ici, on peut dire qu'un chef d'État est décédé. Et c'est vrai. Si vous vous mettez maintenant à sortir les griffes, et si on vous arrête, il faut se rassurer. C'est ça la stratégie militaire. Le militaire est différent des civils. Le militaire, c'est un intelligent dans l'intelligence. Donc, c'est dans ce lieu, comme dit certains réjouissances, Toumba a déclaré le décès du général Lansana Conté au président Moussa Dadis Camara. Il n'était pas au courant. Non! Quand Kalatou Faro vient, il le dit, hey, va d'abord, va, monte à l'étage là-bas, nous, on est là, je suis avec mes enfants. Parce qu'il ne voulait même pas que sa stratégie, parce que ces gens-là, ils n'avaient pas confiance totalement, pour ne pas qu'on le diffame à la présidence. Donc il ne partage pas certaines choses que Toumba, Marcel et Dadis, les trois personnes réunies, quand nous sommes là, même si tu es qui, tu vas aller, va là-bas d'abord. Parce que c'est une stratégie. Tu vas expliquer ça devant un buveur, ta stratégie. Il est assis dans le bar, il vous dévoile. On va venir vous ramasser, on dirait des poulets mouillés. Il n'était pas au courant. C'est une contre-vérité. Il faut que ce soit clair. C'est le procureur, c'est le président du tribunal, c'est le président et le commandant Toumba. Après avoir vérifié, il m'a dit, bon, je vais parler au président, je peux le dire maintenant. J'ai dit, il faut le dire. Il faut le dire, on va préparer les choses. Il fut informé. Quand il fut informé, il s'est irrité. C'est-à-dire, la fureur de commandement est venue. Parce qu'il y a ces hommes à côté, se voyaient déjà au trône. Allons à l'Assemblée nationale. Allons à l'Assemblée. Ils sont en train de manipuler. On s'est consulté, Toumba et moi. J'ai dit, lui, il n'a qu'à aller à Lambaye d'abord. Comme on est là, j'ai dit, va à Lambaye, tu te changes, tu te laves, tu manges bien. Parce que c'est un combat. Tu rentres au Calfire. Parce que à Lambaye, au moins, tu peux trouver une vingtaine, chaque jour, qui entendent le petit muette. Donc quand il va, quand il se change, ces hommes-là vont le suivre au camp. Et c'est une force. Donc, nous deux, Rek et moi, plus un autre là, je ne me suis pas comme son nom là, et on est remonté vers Bambeto, je crois que c'est Bambeto. On est venu, on a acheté salade d'abord, les manger. On est venu au domicile de mon ami, le commandant Toumba. On a commencé, on a fait la salade, on a mangé. C'est là-bas où le commandant Toumba m'a dit, Marcel, le pouvoir là, c'est pour nous les jeunes. Je ne rentre pas dans les démarches que nous avons faites avec Toumba et pour que Dadis vienne pour les sacrifices, les trucs là, ça c'est des blabla. Il ne faut pas rentrer dans ça. Ce n'est pas militaire. Quand je rentre dans ça, quand je fais tout ça là, c'est de cesser d'être militaire. Monsieur le Président, on est rentré au camp à 2. Non, on était 3. Toumba était avec moi. Lorsqu'on est rentré, ma stratégie était quoi? J'ai dit, tous ceux qui sont avec nous, on va les stationner au camp. Si on sent que toi, tu ne vas pas avec nous,
on t'envoie dans les postes, l'aéroport, dans les barrages, pour que le jour de la finalisation, le décret, pour que la majorité soit avec nous. Parce que si tu t'éloignes de tes hommes, tu n'as pas de force. L'armée, c'est ça, hein? Donc il y avait beaucoup de prétendants pour être au pouvoir. Le général Sékou Konaté, ses hommes voudraient qu'il soit président. Le général Toto, il y a tant d'autres qui sont maintenant aux commandes. Il ne faut pas dire leur nom ici. Il faut être stratège. Il voudrait le pouvoir. Dadi c'est là avec son grand capitaine. Il y a le général Toto qui a nouvellement quitté les États-Unis, qui était chef d'état-major de l'armée de terre. Il avait toute la latitude d'être président. On a manipulé. Premier jour, 0. Le premier jour, même le papier qui était avec eux, parce que moi je ne fais pas partie des membres de CNDD. Il n'y a pas mon nom. Je ne suis pas membre de CNDD. Je suis un subordonné. Mais, clé. La pierre angulaire du pouvoir. Je suis un homme patient. Le papier qui était avec le général, rédiger le discours, c'était avec lui. Je suis venu vers le président Dadi et dit, hey, si tu laisses le général lire ça, il a 1 point, tu as 0. Retire le papier. Il hésitait. Il dit, va. Il est allé, il a pris le papier. Donne ça. Son ami aussi dit, ok, voilà. Ça, c'est la nuit. On est parti à la RTG. On a mis de l'ordre. Il faut dire comme ça. Les journalistes qui ont fui, on les a pris. On dit, venez où? Machine en marche. Le président Dadis, vous ne verrez jamais Marcel arrêter derrière Dadis. Il n'y a aucune photo. Sauf le 2 octobre, que vous pouvez voir l'image de Marcel. Marcel est toujours à la base arrière. Protéger le président. Quand nous sortons, le commandant Toumba, lui, il est avec lui. Mais moi, non. Je ne vais pas. Caméra, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de mon travail. Donc, on a fait le discours. Premier jour. 0. Pagaille dans le camp. Les arrestations. On va, on prend, on envoie. Je ne rentre pas. Toumba a beaucoup expliqué. Le 3e jour du pouvoir, il fallait un président. Il monte dans l'étage. Si vous allez au Calfire, au bataillon là-bas. Le colonel Pivi était assis au bord du goudron, sur un mur, sur le pont. J'ai vu mon ami Rek Toumba. Il dit, tu sais, on ne peut pas tous monter à l'étage. Toi, monte. Ce qui se passe là-bas, si ce n'est pas agréable à tes yeux, il faut gâter. Je dis, je reste à la base arrière, sur le sol. Et Toumba est monté. Quand il est monté, je n'étais pas là-bas, mais j'ai senti qu'il y a eu quelque chose. Parce que l'air descente m'a montré que rien n'a marché. Au moins, j'étais arrêté à côté. Le colonel Pivi était assis, était un peu fatigué. Parce que les anciens, ils ne peuvent pas tenir comme les soldats. Alors, il y a un colonel qui est au Guinée-Mali, on dit Mamoudou Guilavogui. Il me dit, mon jeune frère, mais les gens là ont trop duré à l'étage. S'ils ne se comprennent pas, qui on peut choisir parmi nous? J'ai dit, mais s'ils ne se comprennent pas, toi, tu as vu qui? Il me dit, ah, s'ils ne se présentent pas, on va mettre Coplan, Pivi. Comme ce sont grands. J'ai dit, non. Granco a entendu ça. Il dit, hein? Il dit, non.
J'ai dit au frère là, Guilavogui, il est colonel, il est au Guinée-Mali, il m'entend et il va écouter ça un jour. J'ai dit, si le président Dadis ne sera pas président, c'est moi, Marcel, qui va être président. Il me dit, ah, tu ne peux pas, tu ne vas pas accepter. Non, 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 monsieur le frère, je vais accepter. C'est dans les petites discussions là, on a commencé même à dialoguer là-bas. Il y avait toutes les armes. Il fallait être un homme pour rester. Parce que le troisième jour, tu ne pouvais pas compter 200 militaires au camp. Tu ne pouvais pas compter 100. Chacun maintenant croyait que le feu, là, ils vont se tirer les dessus. Donc, les plus peureux ont quitté. Les brigands qui ont brigandé dans l'événement ont eu de l'argent, ils sont dans les maisons avec les femmes. C'est ça la stratégie de certaines personnes quand il y a les mouvements. Tu ne peux pas contrôler tout ça. Mais toi, ton objectif, il faut que ça soit atteint. Nous sommes tous citoyens de Guinée. Vous savez, vous êtes plus informés que moi. Alors, tout est monté, il n'y a pas eu entente là-bas. Je les ai vus descendre. Il m'a dit, Marcel, j'ai gâté tout, j'ai trouvé ce Toto là-bas, il est en train de diriger la situation. Hein? Voilà. J'ai dégagé, j'ai dit, dégagez! Je suis rentré le premier et à l'aéroport, on m'a donné, je crois, environ 10 militaires pour ma protection. C'était peut-être un peu trop pour moi, mais c'était rassurant. Et j'ai appelé les autres collègues pour dire que je suis bien arrivé et qu'il y a effectivement le dispositif sécuritaire pour nous. C'est ainsi que les autres collègues sont arrivés et nous avons mis en place un gouvernement de transition en mettant notre porte-parole, Jean-Marie, comme Premier ministre chef de gouvernement. Et moi, j'ai pris sa place comme porte-parole des forces vives. Voilà, Monsieur le Président, un résumé de ce que je sais de la journée du 28 septembre 2009. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à ce tribunal et je suis très heureux de constater que ce tribunal est une juridiction nationale parce que j'ai parlé de la complémentarité tout à l'heure. Oui, Monsieur le Président, je suis heureux que ce procès se tienne maintenant ici avec une juridiction nationale, avec de jeunes et talentueux magistrats, avec une pléiade d'avocats chevronnés. Et vous, personnellement, Monsieur le Président, votre patience, votre sérénité et votre autorité font l'admiration de tous. Je suis sûr que le brassard que vous portez nous conduira à bon port. Cela augure d'un avenir meilleur pour la justice guinéenne, car je suis certain que quand il y a une bonne justice dans un pays, il y a la stabilité, car la justice est le socle de la société. Je suis convaincu également que lorsque vous rendrez votre décision à l'issue de ce procès, Monsieur le Président, que votre décision sera juste et que, au-delà de ce que vous allez décider, vos décisions feront jurisprudence, aussi bien en Guinée, en Afrique et dans le monde. Ce sera aussi un bel exemple pour tous les pays africains. Au moment où la CPI est décriée par tous les pays africains, savoir que dans le dispositif du statut de Rome, il y a une disposition qui permet à chaque État de faire ce que la Guinée vient de faire. Encore un bon exemple que la Guinée vient de donner, que tous ces actes barbares, les crimes horribles qui relèvent du statut de Rome peuvent être jugés par des juridictions nationales. C'est une leçon qu'il faut retenir de la tenue de ce procès à Conakry. Et je voudrais vous en féliciter, féliciter surtout les hautes autorités de la transition qui ont eu le courage d'organiser ce procès. Je ne doute nullement que votre décision permettra aussi aux Guinéens de se réconcilier, qu'on ne voit pas à travers ce procès, le procès contre une région ou opposer une région à une autre. J'ai entendu beaucoup de choses dans le passé, après le 28 septembre. Les esprits malveillants ont essayé de nous dire que nous avons suivi une communauté alors que nous n'étions pas concernés pour essayer d'enlever un gouvernement qui était en place. C'était ridicule, car les forces vives, c'était la Guinée. Il y avait les composants de toutes les régions de la Guinée.
nous avions la foi à l'avenir de notre pays. Nous étions une force qui se battait pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Je voudrais que cela serve pour réconcilier les Guinéens. Parce que, Monsieur le Président, tous les efforts de réconciliation qui sont en cours en Guinée, ça piétine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le courage de revisiter le passé. On n'a pas eu le courage de parler de crimes de masse qui sont passés et qui sont restés sous silence. Et c'est la première fois que cela se tient en Guinée. Je souhaite que ce soit le début pour une ère nouvelle pour mettre fin à l'impunité dans notre pays et faire en sorte que les Guinéens puissent se réconcilier après ce procès, qu'au-delà de toute décision qui sortirait de ce procès, que ce soit un motif de réconciliation pour notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président, encore une fois, de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à votre tribunal. Je vous remercie. Oui. Monsieur Fall, on va bientôt commencer à vous poser des questions. Oui. Et vous aurez le droit de répondre par oui ou par non, ou dire tout simplement que vous ne voulez pas répondre à une question. En ce moment, le tribunal aura la latitude d'apprécier. Dès que vous ressentez la fatigue, vous pouvez informer le tribunal. J'ai des problèmes avec mon genou, je porte des prothèses. Je voudrais m'asseoir avec votre permission. Allez-y. Merci. Merci. Vous pouvez réajuster le micro. Non, c'est vrai que ça. Yeah, très bien. Monsieur Fall, ce jour du 28 septembre 2009, à quelle heure vous êtes arrivé au stade? C'était aux environs de, je ne me rappelle pas exactement, mais ça devait être entre 9h et 10h. À quelle heure les militaires sont arrivés? Vers 11h. 11h30. En tout cas, aux environs de 11h et 11h30 midi, c'est à peu près ça. Est-ce que vous pouvez nous dire les noms des militaires que vous avez pu identifier ce jour? Oui. Les militaires que j'ai pu identifier moi, et d'abord le colonel Tiegoro que j'ai reconnu parce que nous l'avons rencontré au niveau de Fondis. Avec lui, on a eu une discussion. Et à l'intérieur, j'ai reconnu le commandant Toumba et nous avons reconnu Marcel. Ce sont les militaires que j'ai reconnus. Les autres qui les accompagnaient, je ne les connaissais pas. Quels étaient les corps qui étaient présents ce jour au stade que vous avez pu constater, vous? Il y avait des bérets rouges, des bérets verts et d'autres personnes, je crois que ça devait être des policiers qui portaient des t-shirts noirs. Ce sont ces personnes que moi j'ai reconnues. Je parle de l'intérieur du stade. Oui, à l'intérieur du stade, oui. Ministère public, des questions. Monsieur le Sénifal, je voudrais, au nom du parquet, vous remercier pour votre disponibilité à venir dire votre part de vérité dans cette affaire du 28 septembre. Certes, vous avez été entendu, toujours en qualité de partie civile, par le pool de juges d'instruction, puisque l'instruction définitive, c'est ici à la barre. Nous avons l'obligation de vous poser certaines questions. Tout à l'heure, vous avez déclaré que vous êtes venu aux environs de 9h. Vous avez quitté votre domicile. Vous confirmez ces déclarations? Non, j'ai quitté mon domicile avant 9h. Avant 9h. Avant 9h.
Et quel était votre point de ralliement? Le point de ralliement convenu aux réunions des forces vives, c'était le domicile de notre porte-parole, M. Jean-Marie Doré à Donka. Vous étiez tous souvenus, M. Jean-Marie Doré. Le président Sidia Touré, c'est le Dalin Diallo et vous-même. Non, pas nous seulement, il y avait tous les leaders des partis politiques. Moi, le matin, je suis allé chercher Sidia. Nous sommes venus ensemble, M. Jean-Marie Doré. Nous avons trouvé là, c'est Lou, que les autres m'excusent parce que tous les leaders étaient présents. Boubacar Silla, Badiko, Dr Diané était présent, Tigane Traoré, Baouri était présent et d'autres, beaucoup d'autres qui étaient là. Il y avait même certains parmi nous qui n'étaient pas des leaders de partis politiques, mais qui étaient présents comme Yoro Baldé et autres qui étaient avec nous. Il y avait aussi Jo Sidibé qui représentait le NGR. Donc ensemble, vous avez pris le départ pour le stade? Oui, nous sommes tous partis de chez Jean-Marie à pied, à l'exception de Jean-Marie qu'on a laissé à sa résidence. Nous sommes tous partis à pied, tout le monde. À quel niveau vous avez commencé à rencontrer les forces de l'ordre? Au niveau de Fondis, la fondation Fondis. C'est là où nous avons rencontré le peloton de la gendarmerie qui était commandé par le colonel Osatiegoro Kamara. Il était seul? Non, il y avait beaucoup de gendarmes avec lui, beaucoup. C'était tout un peloton, il y avait beaucoup de gendarmes. Donc il était avec un contingent de gendarmes? Il était avec un contingent de gendarmes. Vous l'avez suivi ici à cette barre, à distance, et il a déclaré que ce jour il était seul. Confirmez-vous ces déclarations ou bien vous venez en contredisant ces déclarations? Non, mais je me rappelle très bien, il n'était pas seul. Seul, il ne pouvait pas nous arrêter. Nous étions déjà un bon groupe, et donc ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Il y avait beaucoup de gendarmes avec lui. Je me rappelle, j'ai reconnu un béret rouge qui devait être certainement son aide de camp. Les autres étaient des bérets verts. Il n'était pas seul, il était avec beaucoup. Dans le groupe, il y avait des militaires qui arboraient le béret vert, le béret rouge? Non, j'ai reconnu un qui portait le béret rouge, ça devait être certainement son aide de camp, mais il était à côté de lui. Mais les autres portaient des bérets verts. C'était des gendarmes, je crois, ou des policiers. D'accord. À ce niveau, il vous a empêché de continuer? Le contingent que vous avez trouvé dirigé par le colonel Kebro vous a empêché de continuer pour le stade? C'est tout comme, parce que le groupe était important et la route c'était pas un barrage, mais ils étaient suffisamment nombreux pour nous empêcher de passer. Et il nous a demandé de ne pas aller au stade et de reporter le meeting. Quels ont été les termes qu'il a utilisés? Non, il a dit vous ne pouvez pas faire la réunion aujourd'hui. Il a évoqué l'appel du président du CNDD la nuit à Sidia, qui nous l'avait dit d'ailleurs dans la voiture quand nous allions chez Jean-Marie Doré. Il m'avait dit qu'il avait reçu un appel du président du CNDD vers 2 h du matin, qu'il dormait d'ailleurs, mais il est évident qu'à cette heure-ci, Sidia ne pouvait rien. Et donc, il y a eu une discussion, il a demandé de reporter. Moi, je n'ai pas parlé directement avec le colonel Kebro, mais les autres ont discuté avec lui, Selou et les autres. Ils lui ont expliqué qu'on ne pouvait pas reporter, qu'on allait juste sur l'esplanade, faire un message, passer des messages à nos militants qui étaient déjà réunis, et on se dispersait. Mais lui, il insistait toujours de reporter. De reporter. Oui. Avant d'arriver au stade, est-ce qu'avez-vous rencontré un autre groupe de militaires, de gendarmes, en face de l'université, et avant d'arriver à la terrasse de stade du 28 septembre? Non, comme je l'ai dit, nous, de l'instant où nos militants ont convergé nombreux vers nous, c'était une foule compacte qui était venue, qui nous a littéralement arrachés, qui nous a portés en triomphe. Nous n'avons vu aucun militaire. La foule était suffisamment nombreuse pour que des militaires même s'aventurent dans ce groupe. Donc je n'ai pas vu de militaires jusqu'à l'arrivée des militaires à l'intérieur du stade. Le stade. Oui. Vous avez tous eu accès au stade, tous les leaders? Oui, tout le monde est rentré et on a eu suffisamment de temps. On est resté à l'intérieur du stade pendant un bon moment. J'ai oublié de dire que quand nous étions là, nous avons passé des messages. Chacun de nous a parlé, tous les leaders qui étaient présents, chacun a parlé. Tous ont passé un court message, c'était le même. Nous étions opposés à la candidature du CNDD, du gouvernement. Nous voulions la restauration de la démocratie dans notre pays. C'était tout.
Ce n'était pas un message violent. Et nous sommes restés un bon moment, mais tous les leaders tous ceux qui étaient avec nous, tout le monde est rentré et nous étions tous à la tribune. Nous étions tous là. D'accord. Avant votre arrivée au stade, plutôt, vous avez trouvé les portes du stade étaient ouvertes? Oui, allez-y, je vous en prie. Les portes étaient ouvertes à votre arrivée du stade? Quand nous arrivions, portés en triomphe, naturellement, les portes étaient ouvertes. On est passé, on ne s'est même pas rendu compte, les portes étaient ouvertes. Je ne peux pas dire qui a ouvert les portes, mais en tout cas, nous sommes rentrés avec la foule. Souvenez-vous de l'heure à laquelle les militaires ont commencé à avoir accès au stade. Ils ont commencé à tirer? C'était aux environs de 11h30 midi, je crois. Je n'ai pas beaucoup. Nous étions dans une telle ambiance qu'on n'a pas regardé l'heure. Et le moment où les tirs ont commencé à l'extérieur, il y a eu le gaz lacrymogène. Et ensuite, les militaires ont fait leur apparition. Ça a été un mouvement de panique générale. Nous étions plutôt préoccupés par les jeunes qui tombaient sur la pelouse et qui visiblement on assassinait. Nous étions beaucoup plus inquiets. Et d'ailleurs, quand ils sont arrivés, quand moi j'ai vu le tumulte et tout, le branle-bas, j'ai dit à mes compagnons, du moins ceux qui étaient à côté de moi, je leur ai dit, ne bougeons pas, attendons qu'ils viennent nous arrêter ici. Et je crois que c'était salutaire pour nous, parce que si nous avions suivi le mouvement de foule, certainement on aurait été abattus comme les autres. Donc nous sommes restés à notre place et on a attendu qu'on vienne nous arrêter. Alors, vous avez dit dans votre audition tout à l'heure, d'abord dans le PV d'audition de partie civile, mais également tout à l'heure, vous avez parlé de l'arrivée de ce groupe. Et vous avez pu reconnaître le commandant Toumba. Il est venu au même moment que ces militaires ou il était seul lorsqu'il venait vers vous à la tribune? Non, franchement, Toumba est rentré au moment où j'ai vu les militaires aussi rentrer. Ils sont tous rentrés ensemble. J'ai vu Toumba directement parce que il y a un groupe qui est rentré. Le groupe qui est rentré, Toumba était avec eux. Il était avec eux. C'est dans ce même groupe que certains militaires ont commencé à vous administrer des coups, dans ce groupe avec lequel il est venu? Non, Toumba est rentré avec tous les militaires qui ont envahi le stade. C'est les militaires qui sont rentrés à l'intérieur du stade, c'est eux qui ont tiré sur la foule. Toumba, quand il est resté un bon moment, nous avons vu Toumba se détacher et venir vers nous, monter vers la tribune. Il avait les mains nues, il n'avait pas d'armes. Mais je l'ai vu monter. Et il y a un autre groupe qui le suivait, que nous avons identifié comme étant le groupe de Marcel. Et c'est eux qui nous ont battus. Ils ont asséné des coups, aussi bien là-haut, à la tribune, où nous étions déjà blessés, sur la pelouse, où ils ont continué à nous donner des coups de matraque. Ils ont continué à nous menacer jusque sur l'esplanade. Et c'est ce groupe-là qui nous a bastonnés. Selon vous, la présence de Toumba à vos côtés, c'était dans le même souci de vous administrer des coups, il était à vos côtés en tant que sauveur. L'attitude qu'il a eu à adopter à la tribune, pouvez-vous donner une signification à ce tribunal? L'acte qu'il a posé, il était là en qualité de sauveur ou en qualité d'assaillant? Monsieur le procureur, en toute franchise, quand j'ai vu Toumba monter, pour nous, Toumba, c'est le symbole du CNDD. Pour nous, il venait pour nous arrêter. Mais lorsque nous sommes descendus, il a demandé seulement où sont les leaders. Nous sommes levés, mais ceux qui étaient derrière lui, c'est eux qui nous ont frappés. Et quand nous sommes descendus sur la pelouse, nous étions déjà blessés. Et comme les gens continuaient à tourner autour de nous avec leurs matraques, ils continuaient à nous frapper, c'est en ce moment que Toumba péniblement a réussi à nous arracher, nous trois, Mokhtar, Sidia et moi. Il nous a demandé de le suivre. Nous l'avons suivi et nous aussi, on était poursuivis par toujours nos assaillants jusque sur l'esplanade. Et donc, c'est sur l'esplanade qu'il nous a embarqués dans un véhicule. Il est reparti en courant à l'intérieur du stade, il est revenu et après, il nous a pris pour nous amener à la clinique. Des temps après, monsieur le procureur, moi j'ai fait des déclarations à la radio où j'ai dit que c'est Toumba qui a sauvé notre vie. Et je crois qu'il a sauvé notre vie. Si nous n'avions pas extrait du stade, on aurait eu le même sort que celui d'Alain
Et Seloudel a été sauvé parce qu'il a fait le mort. Tout le monde l'a laissé sur la terre là-bas. Et si nous étions au même endroit, si il ne nous avait pas extrait de l'intérieur du stade, je suis certain que la hargne avec laquelle Marcel et ses hommes nous donnaient les coups de matraque, ils nous auraient achevés. Donc, je l'ai dit une fois dans une interview, que Toumba nous a sauvé la vie. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une attaque de la radio. Et bon, enfin, ça arrive souvent dans notre pays. Mais c'est la réalité, il nous a sauvé la vie en nous sortant de l'enfer du stade. Vous confirmez que lorsqu'il venait vous sauver, il y a eu des altercations entre les personnes qui vous administraient des coups et lui-même pour vous extirper des lieux et vous faire sortir. Vous confirmez cela? À l'intérieur du stade, il a essayé de nous protéger et là, je n'ai pas vu beaucoup d'activités de sa part, mais il nous a sortis. Là où je l'ai vu vraiment avoir des altercations avec nos assaillants, c'est à la clinique Ambroise Paré, où il a eu un vrai tiraillement avec Marcel. Il a dit à Marcel, mais non, il faut qu'on les soigne. Marcel dit non, il faut qu'on les amène au Calfaire. Il y a eu altercation, il l'a même tiré pour aller de l'autre côté de la rue. Ils ont essayé de parler, ça n'a pas marché, ils sont revenus. Et c'est là où j'ai vu les altercations. Confirmez-vous avoir vu Marcel au stade? Marcel, parce qu'il a toujours tenu ses déclarations de nature à s'innocenter, à dire qu'il n'a jamais été au stade. Dans votre procès, dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez parlé de sa présence effective au stade. Pouvez-vous confirmer cela encore, qu'il était là-bas? Monsieur le procureur, quand vous avez votre, je ne dirais pas assassin, mais quelqu'un qui vous frappe une fois, deux fois, et que vous avez en face, pendant un bon moment, aussi bien à l'intérieur du stade qu'à l'extérieur, sur l'esplanade, dans la voiture, où je l'ai vu à cette distance, et je l'ai revu à la clinique Ambroise Paré. On ne peut pas oublier le visage de son bourreau quand cela se passe à